la prise de conscience des personnes repues de par le monde, autant au sud qu'au nord, est un long processus parce que il faut se sentir éthiquement responsable. Or, la plupart des gens qui sont à l'aise, qui ont ou travaillé pour avoir leur salaire ou sont par des positions de rente ou de privilèges au-dessus de la mêlée, font tout pour se distancer de cette mêlée. Et c'est un mécanisme inconscient. La peur d'être pauvre existe dans toutes les sociétés. Et lorsque vous avez pu vous hisser, la seule façon, c'est les œillères et la charité. Je t'ai pas vu Non, ton je suis nom pas ici, là. confirmée, moi. Non. Non, Mais je fais partie des membres qui s'ajoutent. non, je vois aucune vedette de cinéma ici, là, marquée sur la liste, là. Je dirais que j'ai passé ma vie à faire du bénévolat, à aider les gens. Je ne sais pas si j'ai été mise à terre pour ça, j'ai aucune idée. En tout cas, de toute façon, on se sent riche pareil d'une façon, mais à l'intérieur. C'est ça qui est important. Les gens devraient comprendre en dedans. C'est quoi qu'il y a en dedans? Il y a une personne. Arrêtons de juger. Arrêtons d'avoir des préjugés. Vois ce que les personnes ont à l'intérieur d'eux autres, dans leur tête. On n'est pas la lèpre, là. On n'a pas la lèpre, nous autres, là. On est des êtres comme le riche. On est humains comme eux autres. On mange, on dort comme eux autres. La même chose. Et quand j'étais administrateur ici, j'étais comme dans une grande bulle. Je n'avais pas notion de la réalité à l'extérieur, qu'il y avait des pauvres, des personnes qui venaient quêter de l'argent ici, on les chassait. Alors que moi, maintenant, je me trouve dans ce milieu-là, la pauvreté. Mais c'est ça, c'est que je suis né en France. Je me rappelle de mon enfance, effectivement. Mes parents étaient tellement bien placés dans la communauté, un petit village, où mon ancien grand-père, mon arrière-grand-père et mon grand-père, du côté de mon père, étaient directeurs d'une brasserie. Un peu comme Molson ici, là. Alors, on avait des servants, etc. On avait des personnes qui s'occupaient de nous, les 4 enfants. J'ai 2 sœurs et un frère. Alors, ma mère ne touchait jamais, presque jamais, puisqu'elle avait des personnes, des préposés pour s'occuper de nous. On avait un chauffeur, on avait 2, 3 voitures, 2, 3 maisons. Une maison principale avec 10 chambres à coucher. Et un grand terrain avec jardinier, etc. Et à un moment donné, mon père a décidé, en 1952, en me montrant un plan, il dit, mets ton doigt où est-ce qu'on devrait aller. Il y avait le Brésil et le Canada. Et j'ai mis le doigt sur le Canada parce que je le trouvais plus beau. J'ai un ami, moi, qui est cuisinier, qui a travaillé pour un milliardaire, plusieurs milliardaires, dans leur maison. Puis,
la personne, à un moment donné, la femme pour qui il travaillait a eu un enfant. Puis, elle s'est pris une nourrice. Puis, elle a congédié la nourrice à tous les mois pendant 1 an. Donc, 12 nourrices pendant 1 an. Alors, puis curieusement, cette personne-là a un proverbe qu'elle dit souvent, c'est « Dans la vie, il ne faut pas s'attacher, l'important, c'est de réussir. » Alors moi, personnellement, je pense que ça représente bien une certaine classe sociale. C'est-à-dire qu'on oppose l'amour au pouvoir. Si on s'attache, à ce moment-là, on est plus égalitaire. C'est une faiblesse à la limite. Tandis que si on ne s'attache pas, on peut exploiter les autres. Puis on réussit. Moi, je pense que le désir d'accumuler des biens matériels de façon excessive, c'est plus une insécurité liée à des problèmes d'attachement ou peut-être d'autres sources d'insécurité que d'autres choses. Moi, mes premières choses que je peux dire qui m'ont affecté en tant que petit garçon, c'est de voir la démolition des immeubles suite à la Deuxième Guerre mondiale. Parce que moi, je suis né en 1945, dans la maison, pendant que les bombes tombaient à droite à gauche. Et je suis né sans pouvoir respirer. Ils pensaient d'abord, ils avaient le prêtre là qui m'a donné la dernière fonction bon, puis je pensais que j'allais décéder. Et finalement, ils ont décidé de me mettre dans l'eau chaude, et puis dans l'eau froide, etc. Dans l'eau chaude, dans l'eau froide, puis je fais une réaction et j'ai commencé à respirer, d'après ma mère. Mais je trouvais ça incroyable que les gens se détruisaient comme ça, à tel point que des immeubles bombardés comme ça, brûlés, et voir toutes les personnes qui racontaient des histoires atroces. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont? Que je suis venu au monde dans un pays où l'humanité est en train de s'entretuer. Moi, je pense que la maladie, la pauvreté, pour en parler avec ses tripes, puis en parler réellement, puis savoir de quoi on parle, il faut l'avoir vécu. Moi, je viens d'un quartier très pauvre, où ce qui est Radio-Canada, qu'on appelait quand j'étais jeune le Faubourg Ramlas. J'ai connu aussi c'est quoi un quartier avec des amis qui étaient très pauvres. Puis il y en avait plusieurs dans ces années-là, parce que le syndicat n'avait pas encore pris forme. J'ai vu des débardeurs, des cols bleus qui avaient un emploi à temps plein, mais qui étaient pauvres. Parce que c'était l'exploitation même des travailleurs. Et en plus d'être pauvres, on était aliénés. C'est ça que le patronat et les nantis avaient réussi à nous faire, parce qu'on disait les responsables de notre situation dans la pauvreté, c'est comme aujourd'hui, les immigrés, les ci, les ça, etc., qu'on tenait responsables, alors que c'était pas ça. Alors, j'ai connu c'était quoi la pauvreté, j'ai connu c'est quoi... pas l'humiliation, mais le fait d'aller à l'école sans avoir beaucoup mangé, etc. Puis en plus, une famille monoparentale. Alors, quand je parle de pauvreté, eh bien, je pense que je parle de ce que j'ai. Moi-même, étant donné que je viens d'une famille pauvre, j'ai été obligé de commencer à travailler à tous les soirs à 12 ans. Je travaillais à une pharmacie, je travaillais le dimanche toute la journée pour livrer des commandes, pour aider ma mère. C'était pas beaucoup, etc. Ça, bon, ça, je conseille jamais ça à quelqu'un qui est pauvre. Tu perds ta jeunesse quand tu es pauvre. Les enfants sont obligés de les parents. Puis un enfant à 10, 11, 12 ans, il faut que ça joue. Ça ne peut pas travailler à tous les soirs. Et il est bien évident que mes études en prennent un coup aussi. Je travaillais de 6 à 10. Alors, tout ce qui vient autour de la pauvreté apporte l'isolement. J'ai connu, exemple, des Noëls, des jours de l'an où on était tout seul. Bon, mais pas de cadeau. Ma mère nous a jamais amené manger si c'était qu'un hot dog puis une patate frite au restaurant du coin parce qu'elle n'avait pas l'argent. Des fois, je lui demandais, je peux-tu avoir une paire de running shoes, etc. Comment cette femme devait souffrir. J'en reviens pas de voir ses enfants, de ne pas pouvoir les nourrir à la fin du mois, de ne pas pouvoir leur acheter, je ne sais pas, mais ce n'est que dire, nous faisons, on va les manger en hot dog au restaurant. Il y a les enfants, oui, mais le pire, c'est la mère qui est monoparentale, qui n'a pas de famille, etc. Comment ça peut être dur, et je comprends que
qu'elle a fait de sérieuses dépressions et des tentatives de suicide. Puis en plus de commencer à être malade, il n'y avait pas de système de santé publique, donc il n'y avait personne pour l'encadrer, pour la soigner, ce qui fait que son mal s'est empiré. Mais moi, dans la pauvreté, oui, il y a les enfants. Mais les enfants, je ne sais pas, moi, on a une carapace peut-être plus, mais aujourd'hui, je pense à ce que ma mère devait vivre. J'en reviens pas, parce que moi-même, j'ai un enfant. Puis quand, bon, je peux y acheter certaines affaires, mais comment cette personne-là devait souffrir, puis elle nous aimait, elle nous adorait, elle nous envoyait à l'école sans avoir mangé ou pas manger pas rien à manger les fins de mois. C'est d'une tristesse épouvantable. Et naturellement, bon, bien là, il n'y avait personne pour nous prendre en main. Les politiciens étaient rompus aux affairistes, aux nantis, etc. Une chance qu'on a eue, moi, dans le quartier d'où je viens, une chance qu'il y a eu les pères et les frères. J'ai été élevé par des pères et des frères des Oblats de Marie-Immaculée, des frères des écoles chrétiennes. Une chance qu'on a eu eux. Et les premiers balbutiements du syndicalisme qui ont sorti, qui ont traîné vers le haut un peu tout le monde, entre autres les cols bleus, les débardeurs, qui aujourd'hui font des salaires décents, mais qui quand j'étais jeune, je l'ai vu, c'était un quartier où il y avait beaucoup de cols bleus et de débardeurs, qui vivaient dans la pauvreté, à peine un peu plus que nous. À l'école, il est arrivé quelque chose dans les dernières années, c'est qu'on m'a demandé de participer à un théâtre, une pièce de théâtre. Moi, je ne connaissais pas tellement ça, j'en connaissais, mais jamais participé en tant que tel. Là. Bon, on m'a dit, tu vas être stage manager, régie de la scène, et j'ai trouvé ça sensationnel. Alors, ils m'ont dit, ben si tu veux, on t'entraînera pour devenir éclairagiste, parce qu'on a besoin de quelqu'un monter l'échelle pour faire les ajustements des spots, etc. Alors, j'ai commencé comme ça, et en fil en aiguille, après quelques mois, il y en a un qui a quitté, etc. Finalement, ils m'ont demandé, à un moment donné, les étudiants en charge, ils m'ont dit, Jean-Paul, on veut t'entraîner pour devenir la personne clé pour la salle de contrôle. C'est toi qui vas gérer tout. D'abord, c'était du 24 heures sur 24, quelquefois 2 jours sans dormir, pour la préparation des pièces de théâtre étudiantes, qui étaient des origines originales, écrites par des étudiants, des pièces de théâtre. On avait une capacité dans l'auditorium de 1000 personnes, et c'était comble. Il y avait du monde, et puis c'était quelque chose à mettre en place, etc. Et puis avec le temps, finalement, j'étais en charge de tous les auditoriums, de toutes les salles de projection. Je suis devenu le directeur des projections, l'entraîneur pour les projectionnistes, parce qu'il y avait beaucoup de projectionnistes besoin pour les cours, etc., médicales et autres, dans différents auditoriums. Et j'ai devenu l'adjoint du président du collège. Quant à moi, un pauvre, à une définition générale, je le vois vraiment comme une personne qui n'a pas à la fois les ressources matérielles ou immatérielles pour pouvoir combler ses besoins, à la fois primaires et à la fois plus d'ordre matériel. J'ai déjà crevé de faim, mais c'est pas bien le fun, ça. Quand tu arrives pour manger, là, tu regardes dans ton frigidaire puis t'as rien, là. Il y a un instant, là, puis je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui ont vécu ça parmi les pauvres, là. Ils regardent dans le frigidaire, là, t'as du beurre de pinot ou ben, du spaghetti pour te dépanner, des pâtes. Faut que tu manges des pâtes. Qu'est-ce que tu veux faire à part de ça? J'étais à la maison, puis les femmes, autrefois, lorsqu'ils avaient un enfant, c'est pas comme aujourd'hui, on n'avait pas le droit de travailler. C'était vraiment mal vu. Fait que c'est pour ça que ça, mais c'est surtout parce que j'étais malade. J'étais 3 jours au lit, puis j'avais des gros mal de tête, des grosses migraines. Fait que c'est pour ça que je pouvais pas travailler. Fait que quand j'ai suivi mon garçon travaille, il n'y a pas de crainte là-dessus. Il n'est pas sur le bien-être social, puis je suis bien contente. Je suis fière de mon garçon. C'est sûr que je l'ai suivi, j'ai fait attention à lui beaucoup. Et puis, je suis fière de lui. Ça, là, c'est ma grosse récompense pour moi. Beaucoup, beaucoup. Et puis, j'ai essayé de m'en réchapper quand il est venu plus vieux. J'ai dit, tiens, pourquoi pas, j'irai pas retourner aux études. Fait que j'ai fait presque un secondaire 3
à l'école des adultes, sur la rue ici, Ontario, à Gélion-Boumet. Et puis c'était des cours de français, mathématiques et anglais. C'était très dur parce que j'avais 40 ans. Et puis c'était difficile parce que j'avais jamais fait ces mathématiques-là, tout ça. Là. Fait qu'on a retourné à ça pour essayer de trouver quelque chose à quelque part. Puis là, à l'école, on faisait des CV. Ils ont dit, vous allez pouvoir vous trouver de l'ouvrage. Fait que moi, j'étais allée dans un CLSC, j'ai essayé. Je voulais voir ce que je pourrais faire, mais vous savez, quand vous n'avez pas d'instruction beaucoup, ben là, on ne vous voit pas pareil. Parce que moi, j'aurais aimé ça. J'étais malchanceuse, j'aurais aimé ça travailler ça pour les enfants ou les personnes âgées, mais pas de diplôme. C'est ça qui arrive. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de Cinémas Unis, le Famous Players, dans la province de Québec. Au niveau des cinémas, il me voyait comme directeur. Moi, j'étais adjoint, en entraînement pour devenir adjoint au directeur. Alors, ils m'ont dit, ça va prendre 6 mois. Et ils m'ont montré tous leurs livres, etc. J'ai dit, bon, ben d'accord. Alors là, j'ai commencé à faire ça. La première semaine, j'ai dit, bon, ben c'est tout. Ils m'ont dit oui. Et alors, c'est la même, toutes les semaines, on fait des inventaires du comptoir à bonbons, on fait on fait des inventaires des billets, on refait. J'ai trouvé ça facile. Alors, après une semaine, je dis, moi, je suis prêt, je peux devenir adjoint, là, tout de suite. Mais on dit, un instant, là, ça prend 6 mois. Là. Tu peux pas, après une semaine, connaître tout. Je dis, oui, moi, je connais tout. Il dit, Jean-Paul, c'est impossible. Alors, le directeur, il m'a dit, écoute, tu penses que tu connais tout? C'est toi qui prends en charge du cinéma. Ah, j'ai dit, d'accord. Et je l'ai géré tout seul, après une semaine d'expérience. Il a fallu que je démontre encore le fait que j'étais apte à pouvoir assumer des responsabilités. Donc, ils m'ont dit, ben écoute, c'est un petit cinéma de rien, là, sur la rue des Caries, une capacité de 600. Si tu crois être capable, le directeur général me dit ça, là, toi, là, ça fait un certain temps, j'entends parler de toi, là, depuis que tu es rentré ici, là. On va te remettre dans le plus gros des salles de cinéma, puis le directeur, il va répondre à toi. On va voir un petit peu qu'est-ce que tu vas faire sur le stress avec 2000 personnes de capacité dans un cinéma, puis 2000 personnes qui attendent dehors. Ouf. Puis là, c'est plus 12 employés, là, c'est 60. Aïe, aïe, fait que là, je me sentis un peu mal, là, mais je sentais que j'étais capable. Donc, j'ai été au cinéma Palace. Et j'ai commencé au Palace la première semaine. Et puis, écoute, le directeur, tout ce qu'il y avait à faire à la fin de la semaine, c'est signer des chèques. Puis essayer de trouver des erreurs dans mes calculs, dans la manière que j'avais présenté, parce que tout était écrit à la main. Il n'en trouvait pas. Et à un moment donné, ils m'ont demandé si je voulais être directeur du cinéma Alouette, à côté de l'Impérial, Bleury et Sainte-Catherine. Et je dis, oui, d'accord. Alors, j'ai été nommé à l'intérieur d'1 an et demi directeur d'une salle de cinéma. Mais j'adorais ça, vous comprenez? C'était pas juste gérer, là, c'était tout l'esprit d'équipe qu'on avait là, avec les gens, les personnes qui vendaient le popcorn, les placiers, parce que c'était une organisation spéciale. Là, tout le monde avait un uniforme, même moi. J'avais un uniforme en tuxedo. Le soir, je devais être en tuxedo en tant que directeur. Directeur en tuxedo noir, là, comme on met aux noces ou aux funéraires. Et le pouvoir que j'avais, c'est moi qui déclenchais le début des films, l'éclairage, abaisser les lumières, la projection commence, etc. Puis il y avait des films là, comme l'Odyssée de l'espace 2001, là, il y avait des séquences que j'adorais, j'allais quelques fois, que j'ai vu peut-être une centaine de fois. Là. On a du côté historiquement, du côté syndical, surtout dans les mouvements prolétaires, dans les mouvements des travailleurs, la notion de travail est extrêmement valorisée. Donc, tu te réalises par ton travail et en fait, c'était même porté jusqu'à la revendication du plein emploi. Plein emploi qu'aujourd'hui on a, et c'est une erreur fondamentale selon moi, un silence complet.
En fait, on ne parle plus de plein emploi aujourd'hui, dans les grands syndicats du moins. Et la question, finalement, c'est de savoir c'est quoi la valorisation qu'on veut y donner. Si on veut que tout le monde contribue au travail dans la société, quelque part, ça pousse la revendication et du plein emploi et finalement du salaire minimum, parce qu'on veut qu'il y ait une reconnaissance concrète dans le bien-vivre, dans comment les gens vont vivre ça quotidiennement dans leur réalité, cette reconnaissance que leur travail est valorisé à l'intérieur de notre société. D'un autre côté, il y a eu tout le rêve dans les années 70 de certains penseurs, mais aussi dans l'écologie radicale, de la question plutôt de la décroissance du travail, de la question finalement qu'on veut arrêter. Pas arrêter de travailler, ça c'est un préjugé de penser ça, mais finalement c'est toute la question de la diminution du temps de travail et le rêve de la société de loisirs. T'sais. Et ce rêve de la société de loisirs, c'était donc le rêve que quelque part on allait pouvoir se réaliser comme être humain en dehors du travail. Et la question du travail, toujours dans un cadre capitaliste, il va sans dire, c'est la question du salariat qui est à questionner également. On peut imaginer d'autres moyens, d'autres moyens civilisationnels, sociétals de travailler dans le sens noble du travail en tant que tel. Moi, je suis natif de Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue. Resté là, évidemment, jusqu'à la fin de mon cégep. Étudiant en sciences politiques à l'UQAM depuis 4 ans, déjà maintenant. Et ça, je suis passé à travers principalement militant à Québec solidaire, principalement aussi un parcours dans le monde communautaire, social. Est-ce que la pauvreté, est-ce que la défavorisation sociale, matérielle, culturelle est associée aux troubles mentaux? Par exemple, on peut penser aux troubles mentaux graves comme la schizophrénie, qui touche à peu près une personne sur 100 à vie dans la population, ou encore des troubles mentaux courants comme la dépression, les problèmes d'anxiété, qui vont facilement toucher chaque année 10 % de la population de personnes sur 10, les problèmes avec les substances, avec les problèmes avec les substances, les dépendances à l'alcool, aux drogues, les problèmes d'anxiété, de dépression, ce qu'on appelle les troubles mentaux courants, vont facilement toucher 10-15 % de la population. Or, dans les deux types de grandes maladies, les troubles mentaux graves ou encore les troubles mentaux courants, la réponse c'est oui. Les gens qui émergent de milieux défavorisés sur le plan socio-économique, sur le plan culturel, sont plus à risque de présenter des troubles mentaux graves ou encore des troubles mentaux courants comme la dépression, l'anxiété ou encore les problèmes avec les substances. En fait, quand tu regardes quelqu'un qui a une position de cadre supérieur, puis ces études-là ont été faites en Angleterre, ça s'appelle le Whitehall Studies, sur toute la fonction publique anglaise. Ceux qui ont des positions de cadre supérieur, ils sont stressés au travail, ils ont un travail qui est difficile, puis bon, mais ils sortent de leur travail à 5 heures, puis très rapidement, les indicateurs, les marqueurs biologiques du stress diminuent. Ils sont capables, genre, de laisser ça derrière eux. Ce qui caractérise le monde qui est tout en bas de la hiérarchie, c'est qu'ils sortent de leur travail, où ils sont stressés aussi, mais ils ne déstressent pas. Ils restent stressés. Et c'est probablement cette impression là, d'avoir la société qui t'écrase qui explique une partie de la différence entre l'espérance de vie des riches et des pauvres. Je suis impliqué dans plusieurs mouvements, dont la décroissance conviviale, un des derniers, mais aussi les initiatives de transition. Je suis en politique dans Québec solidaire. Je suis dans le collectif Échec à la guerre aussi. Et souvent, les gens me demandaient, mais est-ce qu'on gagne sa vie en écrivant des livres? Oui, on peut gagner sa vie si on vit dans la simplicité volontaire, parce que c'est pas un métier certainement payant. Je suis écrivain, puis je suis aussi éditeur. J'ai été responsable de diverses collections dans des grandes maisons d'édition. Et depuis plusieurs années, je suis aux éditions Éco-Société, que j'ai contribué à lancer avec d'autres personnes, puis je suis très impliqué dans les éditions. On a une terre qui est ronde, qui est limitée, qui est fermée, et sur cette terre-là, on superpose
une croissance qui, elle, n'a pas de limite. Et c'est très clair actuellement qu'on a dépassé la capacité de la Terre de nous fournir des ressources de façon renouvelable et aussi on a dépassé ses capacités de se débarrasser de nos déchets et c'est très clair qu'on commence à en payer le tribut avec les dérangements climatiques qui actuellement deviennent de plus en plus nombreux. La poursuite effrénée du mode de production capitaliste dans le néolibéralisme empêche d'avoir des projets de société, autre que celui de suivre le chemin tracé par le néolibéralisme. Et les principaux responsables sont d'abord les firmes transnationales qui sont celles qui sont le moteur, si vous voulez, de cette mondialisation basée sur le profit et le marché. Elles sont au-dessus des lois. Aujourd'hui, nous avons le G20 qui vient réguler l'ordre mondial sans en avoir l'autorité ni le mandat, parce que les organisations multilatérales qui sont censées lutter contre la pauvreté sont dépassées par son ampleur. D'accord ? Alors, c'est ça le paradoxe, c'est que donc on a un creusement de cette pauvreté qui est pas seulement un problème de revenus. Certes, que ce soit au niveau alimentaire, d'accès à l'eau, de l'éducation, etc., il y a une grande partie de ce que le marché provoque, c'est-à-dire qu'il faut avoir du revenu pour se sortir de sa condition, mais la pauvreté, c'est aussi et surtout la marginalisation au sein même de sa famille, l'éclatement par l'individualisme, le délitement des réseaux sociaux qui auraient permis autrement d'avoir des solutions de solidarité. Et donc, c'est une réalité qui a plusieurs facettes et qu'on ne voit pas, qui est de façon transversale à travers les sociétés, qui touche toutes les classes d'âge, qui touche les générations entre hommes et femmes. Et donc, c'est un phénomène extrêmement complexe, mais qui ne peut être résolu que s'il y a un projet de société global, cohérent, non seulement au niveau mondial, mais au niveau des formations sociales, c'est-à-dire des pays eux-mêmes. J'ai travaillé pour Famous Players au cinéma pendant 17 ans. Là, j'avais hâte à quelque chose d'autre dans ma vie. Là, j'avais parlé au vice-président, j'ai dit, écoute, il n'y a pas d'autre chose, là. Vous, quand est-ce que vous allez quitter? Alors, c'est vraiment incroyable, mais je ne voulais pas nécessairement dire ça pour le vrai. Je voulais dire que je suis prêt à d'autres choses. Et puis, il a dit, justement, il y a quelque chose qui est en train de considérer pour toi. J'ai mon Dieu. Et quelques jours plus tard, ils m'ont fait venir dans les bureaux pour me dire qu'il m'a appointé directeur général du centre Capitole, le complexe de 25-30 millions qu'on avait construit pour remplacer le cinéma Capitole. Alors, c'était un immeuble de triple A, bureau et centre d'achat. Mais là, le président de l'aile immobilière a fait pression au président du cinéma pour le Canada. On avait peut-être 800 salles de cinéma au Canada. Famous Players était le circuit principal au Canada. Et il m'a demandé de venir avec lui à Toronto quand on allait construire des 2 ou 3 immeubles de 50 millions. Et il voulait avoir mon conseil sur la manière que les immeubles allaient être créés. Et puis de mettre sur pied une compagnie de gestion. J'ai dit, moi, ça ne me tente vraiment pas d'aller à Toronto. Là, écoutez, là, vous me déracinez là, d'un endroit. Tous mes amis sont ici. Ben, il dit, je vais te faire un deal avec toi. Il dit, tous les fins de semaine, tu prends l'avion, aller-retour, à nos frais. C'est inclus dans ton contrat. Bon, ben, j'ai dit, OK, d'accord. Les limousines, les restaurants à 100 $ la personne, pour moi, c'était le normal. Les cartes de crédit, j'avais pas une American Express ordinaire, j'avais une carte American Express Platinum, dans laquelle j'avais 100 000 $ dessus. À n'importe quel moment, je pouvais acheter une voiture avec ma carte de plastique. L'OPDS, c'est un organisme de défense des droits des personnes à l'aide sociale.
On fait d'une part de la défense individuelle et de la défense collective. J'ai pas beaucoup sorti, mais j'ai grandi grâce à l'OPDS. Parce que l'OPDS m'a apporté beaucoup, m'ont fait grandir, ils m'ont appris à me débrouiller un peu plus. Là, je prends le métro, je prends l'autobus. Avant, j'allais pas plus loin que dans le quartier, la rue Ontario, la rue Sainte-Catherine, ça s'arrêtait là. Je peux parler un peu plus de choses qu'avant, parce que je suis plus au courant, parce qu'on est l'actualité, hein? On apprend la loi, on a des journaux. Fait que c'est pour ça, moi je trouve que j'ai grandi énormément. Je suis bien contente de les avoir connus, eux autres, beaucoup. Ils ont passé dans ma vie, ça c'est un gros plus pour moi, une grosse richesse pour moi. À l'aide sociale, tu as le droit de travailler. Tu peux faire certains gains de travail, mais quand ça dépasse les montants qui sont permis, par exemple une personne seule, encore, qui est dit apte au travail, peut aller chercher un 200 $ de gain de travail par mois. Sauf que au-dessus du 200, tu es imposé à 100%. Dans le fond, ce qui compte, c'est pas la personne, OK? Ce qui compte, c'est le profit, c'est l'argent. OK? Tout le monde, finalement, est conscient, OK, de la situation que vivent les personnes assistées sociales. Mais on n'en a rien à foutre des assistés sociaux. T'sais. La pauvreté, c'est bon à Noël, OK? Quand on veut faire la charité puis se déculpabiliser, tu sais, pauvre à Noël, BS le reste de l'année, c'est les mêmes personnes. Hein? T'es pauvre, tu fermes ta gueule, OK? Puis tu te contentes de recevoir les miettes qu'on te donne. Comment peux-tu être incité à travailler quand les gains que tu fais n'améliorent pas ton sort ou ne te permettent pas de sortir de la pauvreté? C'est un minimum. Si tu veux être indépendant puis libre, il faut que tu puisses manger. Tu peux attendre après Pierre Jean-Jacques pour te donner à manger. Autrement, tu n'es plus libre, tu n'es plus indépendant. Et quelle dignité que tu as quand tu crèves de faim? Hein? Autant les citoyens riches sont, hein, on allège leur fardeau fiscal, tu sais. Quand c'est le temps des pauvres, par exemple, un fardeau, tu l'as puis tu l'as pas à moitié. Les ressources existent. Encore une fois, c'est une question c'est une question que le système monde dans lequel nous vivons refuse que les gens ne serait-ce qu'ils pensent à cette éventualité-là. La faim dans le monde, la pauvreté extrême dans le monde sont éliminables depuis le début des années 90. C'est si on refuse de mettre l'argent sur la table pour pouvoir éliminer cette pauvreté. Par exemple, pour éliminer la faim en Afrique, par exemple, c'est déjà beaucoup moins de ce qui a été dépensé jusqu'à maintenant en Irak. T'sais, par exemple, on nommera pas de chiffres, là, mais on s'entend qu'avec l'endettement à outrance, face la dette, la question de la dette du tiers-monde, la question de la dette de l'Afrique, une dette immonde et illégitime qu'on a imposée aux États africains. J'entendais évidemment quelque chose qui nous touche évidemment encore au cœur, la question des grands médias qui ont fait un tapage grâce à ça, la question du tremblement de terre en Haïti, là on a entendu des larmes de crocodile tomber à propos d'éliminer la dette d'Haïti. Mais pourquoi est-ce que cette dette n'a pas été éliminée avant? Comment ça, c'est quoi au juste? Si vous allez en Haïti et que vous pointez du doigt un Haïtien et disant hey, « tu as dépensé trop, maintenant tu es endetté, maintenant c'est normal que tu nous rembourses », il va te regarder en disant « Qu'est-ce que j'ai dépensé au juste? » C'est ça qui est complètement aberrant, tu sais. Fait que c'est de l'argent qui disparaît dans l'économie monde financier, peut-être par des systèmes corrompus au service des anciennes au service des anciens systèmes coloniaux, par exemple, parce qu'il faut jamais oublier que l'Europe, que l'économie européenne, que l'économie nord-américaine s'est construite et a pu vaincre finalement l'économie de l'URSS grâce justement à l'exploitation de tout le reste du monde, grâce à l'extirpation, à la saignée du reste du monde, de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Asie, bref,
bref, de tout le reste du monde, parce qu'on n'avait plus les ressources chez nous pour le faire. Et donc, on a eu besoin de mobiliser les masses esclaves du reste du monde pour pouvoir sauver notre économie capitaliste. Il n'est pas exagéré de dire cyniquement que cette mondialisation préfère l'Afrique sans les Africains, c'est-à-dire l'Afrique des matières premières, le pillage des ressources, depuis les 5 derniers siècles, en passant par l'esclavage, la colonisation, une décolonisation de façade, des souverainetés très limitées. Et ce n'est pas le propre seulement de l'Afrique, c'est le propre de l'essentiel des pays, y compris des pays comme le Canada, qui sont devenus entre-temps, à la faveur justement des ajustements structurels, des acteurs de premier plan sur le continent africain dans le domaine minier, qui ont participé eux aussi à l'exploitation des ressources minières, parfois par le pillage, parfois en s'acoquinant avec des gens pour avoir accès. Et c'est ainsi que Toronto est devenu la première place forte minière au monde, pas seulement avec l'Afrique, mais aussi avec d'autres continents, mais sans avoir de passé colonial. C'est la preuve que par la spéculation financière et minière, on peut arriver à doter une économie. On en parle très peu au Canada. Quelques gens qui ont osé en parler se font poursuivre dans les lois Bayon récemment dans l'histoire de Noir Canada. Mais comme je vous dis, tant qu'il n'y a pas une lutte claire contre l'impunité, tant qu'il n'y a pas des systèmes extrêmement contraignants contre les firmes transnationales, l'appauvrissement de nos pays se fera. Nos droits sociaux sont charcutés. Autant l'élite politique que l'élite économique prônent des valeurs de destruction sociale. C'est la règle du chacun pour soi, de la compétition, de la productivité à tout prix. Bref, c'est la soumission du bien commun aux exigences du profit individuel. Et on est dans une période où c'est vraiment un retour à la charité des années 30. T'sais, la loi au niveau de l'aide sociale s'est complètement effritée. Elle a été dépouillée de ses droits. Puis maintenant, c'est, regarde, je vais te donner à telle condition, OK? C'est la morale, c'est la charité publique. C'est pourquoi les gens se sont battus pendant des années, OK? Oui, et on revient à ça, puis ferme ta gueule, puis prends ce que je te donne. Et l'État québécois est un État impérialiste comme tous les autres. Puisqu'il participe, on a juste à penser à notre argent collectif, notre bas de laine québécois, la de dépôt et placement, la caisse de dépôt et de placement, qui, on l'a vu, a perdu 40 milliards de dollars en investissant dans des papiers commerciaux qui achetaient quoi au juste? Qui achetaient par-ci par-là tout ce qui était le plus rentable, c'est-à-dire justement dans les compagnies minières, pétrolières, dans l'industrie de l'armement peut-être, on ne sait pas, tu sais. Fait que les Québécoises ont beau se dire de cœur, on est contre la guerre, on est pacifiste, on est environnementaliste, on est, je m'excuse, mais votre argent collectif va dans l'industrie de l'armement, va dans l'industrie minière, va dans l'industrie pétrolière, etc. Et donc, vous ne pouvez pas vous prétendre déresponsabiliser de ça. Et dans le fond, pourquoi est-ce qu'on en a? Évidemment, on peut nommer beaucoup de choses, de manière systémique dans le système monde capitaliste, néolibéral, etc., dans lequel on vit. On peut dire que c'est la première cause est évidemment l'assujettissement au salariat. Évidemment, on a tous besoin d'un salaire pour vivre, t'sais, et on n'a aucune autre ressource de subsistance. Une personne qui n'a pas de salaire est vouée à finir par mourir de faim, quoi, finalement. Alors, je reviens à Montréal et puis, bon, justement, je prends un appartement sur la rue Théodore ici et j'emménage tout dans cet appartement-là et je fais application à 2-3 endroits, dont la Société immobilière Trans-Québec, qui est l'aile immobilière, la société qui gère les actifs et gère les immeubles de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Et j'ai fait application. Et sur le champ, j'étais engagé. Ça a duré exactement 4 mois, alors que j'ai eu tout de suite une promotion pour devenir directeur de l'aspect des parcs industriels
commercial et les installations spéciaux, projets spéciaux qu'ils avaient appelés. Alors, j'étais directeur de cette aile-là sans savoir tout à fait quoi ça comprenait. Et ça comprenait de la reprise, la repossession par l'hypothécaire, le maître qui avait l'emprise sur l'hypothèque de Westmount Square, de l'achat de Westmount Square. Après 3 ans, écoute, j'avais des gens autour de moi, ils m'ont dit, il n'y a personne, on ne connaît aucun administrateur qui a duré 3 ans à Westmount Square. À cause de la pression, à cause des exigences au niveau de toute la hiérarchie qui se trouve dans cet endroit-là, parce que c'est la crème de la crème qui reste là, des députés, des sénateurs qui demeuraient là. J'affectais beaucoup le gens, la manière que je gérais l'endroit. Et j'ai recréé une association de locataires. Donc, ils avaient une porte-parole pour pouvoir dialoguer avec moi, pour avoir exactement qu'est-ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez l'avoir. Au moment que c'était dans le raisonnable, là, mais ils avaient un pouvoir de conférer avec moi leurs exigences. Et après 3 ans, on m'a dit, bon, on est en train de restructurer, bien que c'était politiquement, une partie de notre gestion et dont laquelle actuellement on a décidé de te relâcher. Et après ça, c'est aussi avec mes applications dans laquelle, écoute, la plupart du temps, on me revirait de bord en me disant vous êtes surqualifié. Surqualifié. Finalement, il y a une société qui s'appelle Canderel qui gère un certain nombre d'immeubles qui venait juste de construire la place Félix-Martin, dont laquelle ils avaient le consulat général des États-Unis qui était à place Desjardins, qui était pour être transféré dans cet immeuble-là avec une construction très spécifique dans le 12e étage de l'édifice. Alors, maintenant, c'était avoir un lien direct avec le consulat général des États-Unis. Il a fallu, dans les installations et l'aménagement de ces lieux-là, et surtout après l'occupation, que je gère la guerre du Golfe. Croyez-le ou non, parce que ça avait un impact, vu que c'était le consulat des États-Unis qui s'y trouvait dans l'immeuble. On avait des menaces de mise à la bombe dans différents endroits de l'édifice, qu'il y avait des bombes cachées ici et là. Quelquefois, à 3 heures du matin, je m'étais dépêché sur les lieux pour prendre des décisions avec la police, qu'est-ce qu'on fait. Surtout quand c'était occupé dans le jour, là, en plein midi, là, avoir des menaces à la bombe. La personne clé qui prenait la décision avec la police, c'était moi. J'avais rencontré l'ambassadeur des États-Unis à Ottawa, qui était venu sur place, que je lui ai donné la main, etc. Là, maintenant, je courtoyais des ambassadeurs. Mon patron, quand il voyait ça, il dit « Ouais, c'est un peu d'une certaine jalousie. » Donc, il m'a ajouté 3 autres édifices sous mon administration. Et finalement, il en a ajouté 3 autres. Alors là, j'avais non seulement la place Félix-Martin, mais 6 autres immeubles à gérer. Et là, j'ai fait un burn-out. Ce qui fédère les gens ici, c'est l'anticapitalisme, c'est le refus du capital comme rapport social primant à peu près toutes les formes de relations humaines. J'aurais jamais pensé être une militante dans l'âme, mais c'est ce que je suis maintenant. En tout cas, mon père, il doit me voir, et ma mère aussi, mon frère, et ils sont fiers, je suis certaine. On a ras-le-bol de la pauvreté, ras-le-bol du mépris. Flochons le capitalisme, la richesse, ça se partage. En autant qu'on comprend d'abord sa condition de classe, qu'on comprend comment on est inséré historiquement comme individu et comme société dans l'ordre mondial. Et cette prise de conscience, elle est très longue à arriver parce que malgré la surabondance d'informations, il y a très peu d'informations qui décryptent clairement les mécanismes qui insèrent un individu dans l'ordre mondial. La charité donne la bonne conscience, donne l'idée que bon, j'ai aidé mon prochain et je peux donc jouir, cacher des privilèges. Certains le font de façon ostentatoire, donc vont exhiber leur richesse. D'autres vont la consommer de façon cachée. Mais dans tous les cas, il est
compréhensible que l'humanité aisée, d'accord, ne puisse pas faire plus, parce que ce serait un peu se faire harakiri, de se priver. Donc ce serait accepter l'idée du problème de nivellement de classe. Et ça, c'est sûr que la plupart des gens, qu'elles soient dans les classes moyennes ou les classes bourgeoises, ne sont pas prêtes à faire les sacrifices que ça impose. Pourtant, ce n'est pas de très grands sacrifices. Ben, les gens qui sont dans la bonne portion de l'humanité, ben, que voulez-vous? L'égoïsme humain fait le reste. Ils s'accrochent à leurs privilèges, ils les défendent par tous les moyens, et ces moyens incluent la guerre, incluent le pillage des ressources, incluent le génocide à petit feu, avec non-assistance à personne en danger, inclut le droit d'ingérence humanitaire lorsque ça fait l'affaire stratégique. Et donc c'est un monde extrêmement cruel dans lequel nous vivons. Et à ce même moment-là, j'ai retourné à la maison que je n'ai juste achetée 1 an auparavant et la moitié de la maison était vidée. Et mon chum m'avait quitté après 13 ans de concubinage. Et dans une réunion que le propriétaire a faite dans ses grands bureaux, on était 60 autour d'une table immense. Et en commençant, je me rappellerai toujours, parce que là, pour moi, c'était mon coup de grâce. Et il a dit, je voudrais vous dire que parmi les gestionnaires que j'ai autour de la table, il y en a un qui vient juste de sortir de toute la gang comme une personne d'excellence extraordinaire. J'ai hâte de voir c'est qui. Et il dit, c'est Jean-Paul Séguin. Il dit, il m'a donné un rapport annuel de 30 pages. Et il me demandait une décision pour investir 260 000 $ dans des projets. Il dit, vous savez-vous que c'est la première fois que je vois un gestionnaire me présenter des projets avec non seulement tous les chiffres, toutes les différentes soumissions possibles, mais avec des photos appropriées, avec des plans où se trouve l'endroit, etc., avec des photos. Il dit, moi, c'est bien simple. Pour moi, la décision était facile à prendre. C'était oui. Parce que j'avais toute l'information au bout des doigts. Je n'ai jamais vu ça d'aucun gestionnaire. Et dorénavant, je voudrais que tous les gestionnaires, dans vos rapports annuels, vous intégrez ce type de modèle. Et vous utiliserez le modèle de Jean-Paul à travers toutes les compagnies pour faire vos rapports annuels. Là, tout le monde m'a regardé, là, et je me disais, aïe, aïe, aïe. Là, j'avais comme, bon Dieu, oui, le petit chouchou du patron. Mais ça a été fatal pour moi. L'autre moitié de moi était mon partenaire depuis 13 ans, qui a disparu avec la moitié de la maison. C'était incroyable. Et je ne pouvais pas le rejoindre. J'ai essayé par tous les moyens. Et sa famille ne voulait pas divulguer où est-ce qu'il était rendu, soit disant qu'il ne savait pas. Alors, pour moi, c'était un choc extraordinaire. Je suis rentré au travail le lendemain complètement apostrophé par l'événement. Et puis, je ne pouvais pas continuer à travailler. Je demandais à avoir une semaine de congé. Et c'est là que, bien sûr, le patron avait déjà préparé ces choses en avance. Il avait déjà préparé un chèque pour me remercier. Alors, le surlendemain, ils m'ont remercié. Et je n'ai pas tout à fait tombé sur l'aide sociale tout de suite. On m'a donné une chance de travailler temporairement à titre d'agent de sécurité. C'est à la Bourse de Montréal. De toute façon, il n'y a rien de problématique à identifier l'endroit où j'étais. Et puis, ça a été tellement extraordinaire. J'ai trouvé ça facile tout de même, là. Mais j'ai trouvé différentes déficiences au niveau de la sécurité. Et j'en ai fait une liste. Mes habitudes, mon bagage faisait que je m'impliquais dans les détails de tout ce que je devais faire. Mes responsabilités, je les assumais à 100%. Et l'assumation de cette expérience-là, et puis faire le travail convenablement et écrire les défectuosités,
ça fait que ça a entaché le groupe des gens autour de moi qui n'avaient jamais démontré cette déficience-là. Donc là, je ne faisais plus partie de l'équipe de sécurité, je faisais ça seul. Donc, je n'arrivais pas à donner la satisfaction envers le groupe de sécurité. Et ça leur démontrait qu'ils avaient manqué. Le directeur de la place Victoria m'a indiqué comme quoi c'était pas approprié pour moi de maintenir ma candidature à cet endroit puisque j'étais surqualifié. Et ça nuisait à toute l'équipe. Donc j'ai quitté. Là, ils n'ont pas le goût de travailler, là, comment ça se fait qu'ils sont en chômage? S'ils avaient vraiment le goût de travailler, ils iraient travailler, ou ça? C'est des niaiseries, ça. C'est des niaiseries de pauvres qui se laissent conter des histoires par des ignorants. Mais c'est presque ça, tu es étiqueté parce que tu travailles pas. Ils te considèrent que tu travailles pas, tu es un moins que rien, tu es un paresseux, tu es un lâche, tu n'as pas de cœur. Même des fois, parfois, la famille le dit aussi. Fait que comment voulez-vous que quelqu'un se relève quand tu as un enfant, tu étais malade, plus scolarité, comme j'ai déjà dit, tu te débrouilles comme tu peux. Et tout ça fait que, ben oui, on est des gens qui parlons de l'impossibilité physique de continuer la croissance, mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que on en est rendu au point que même si cette croissance-là est encore possible, on n'en veut plus. On ne veut pas de cette société qui est en train de faire de nous autres des êtres déshumanisés, qui ne savent plus communiquer entre eux, parce que c'est ça qui est essentiel pour réussir sa vie, c'est d'avoir le temps de réfléchir, le temps de faire les choses qu'on aime, le temps de consacrer du temps à ceux qu'on aime, à ses enfants, à son conjoint, sa conjointe, le temps de pouvoir s'investir dans notre société au plan politique pour s'occuper de nos affaires, cesser de penser que ça prend des professionnels de la politique. On voit bien comment les professionnels de la politique, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous volent finalement au bout du compte. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut qu'on ait du temps pour s'impliquer aussi, pour amener les changements qu'on veut, parce qu'on voit bien que nos gouvernements, ils sont là pour servir les multinationales qui les ont fait élire, et ça n'a pas de sens. Puis, on sort du travail tellement fatigué, tellement épuisé, que finalement, on n'a plus de capacité de réfléchir. On se laisse embobiner par des médias qui nous encouragent à continuer constamment à aller vers la facilité, à continuer à consommer, qui nous disent que ben, vous avez travaillé si fort, vous avez le droit à votre voyage, à vos 2-3 voyages par année dans le sud pour vous reposer, mais là tu vas les faire à crédit, puis après ça il va falloir que tu travailles pour les repayer. C'est un système qui a de moins en moins d'allure, puis je pense que de plus en plus, il y a des gens qui commencent à se poser des questions. Tu sais, on commence à parler de conciliation travail-famille. Ben, c'est pas pour rien, c'est parce que il y a du monde là, qui commence à se dire « Ouais, mais c'est quoi ma vie? Là? Je cours, je vois pas mes enfants, je prends plus le temps de vivre. » Alors qu'une société qui reposerait sur les 4 fondements que j'ai dit, ça serait une société finalement qui nous permettrait d'avoir beaucoup plus de temps. Mais ça nous permettrait de mieux répondre à nos besoins. Hein? Les gens se disent « Ouais, mais une société de décroissance, on va se priver. » Non, on ne se privera pas. C'est qu'on va mieux vivre. C'est qu'on va répondre à tous nos besoins. Il y a un besoin essentiel auquel notre surconsommation ne répond pas actuellement. C'est le besoin social qu'on a. On est, nous autres, les êtres humains, les êtres sociaux, les êtres qui avons besoin de contact avec les autres, qui avons besoin de nous sentir aimer des autres, qui avons besoin d'aimer, qui avons besoin de trouver une place dans la société, d'être reconnus comme étant utiles, de se donner un rôle dans la vie, et de moins en moins on l'a. Tu sais. Les gens, leur vie c'est quoi? Ben, on se précipite le matin pour aller porter les enfants à la garderie, pour aller arriver à l'heure au travail,
pour travailler comme des défoncés parce qu'on nous demande de plus en plus d'être productifs, d'être compétitifs. Et on travaille toutes nos heures où on a le plus d'énergie, toutes ces années de jeunesse, on les donne à des employeurs qui nous exploitent pour gagner de l'argent pour pouvoir consommer. Ça prend quand même un courage là, de passer la porte, de dire « moi, je suis à l'aide sociale, puis je vais me battre pour l'ensemble des personnes assistées sociales. » Oh, moi, là, j'aurais aimé, là, Mélissa, j'aurais aimé m'ouvrir un petit restaurant, faire la popote pour des groupes comme l'OPDS, par exemple. Il aurait venu chez moi, puis j'aurais fait toute la popote, puis j'aurais eu des personnes fières. J'aurais eu mon frère était très bon en calcul. J'aurais eu mon frère, moi j'aurais été bonne en popote. Fait que j'aime tellement ça, tu sais, la popote canadienne, les fèves au lard, le bœuf bourguignon, les tartes, j'adore faire à manger, c'est dans moi. L'être humain aussi, je porte beaucoup attention à l'être humain parce que je me dis, il y a tellement de choses qu'on peut apprendre. Si les gens s'arrêteraient quelques minutes, quelques instants, comme toi tu le fais d'abord, là, tu comprends, puis s'arrêter puis dire, qu'est-ce que c'est qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle vaut, cette personne-là? On serait surpris, très surpris de ce que les gens peuvent apporter. La richesse, ça se partage. Les circonstances socio-économiques, culturelles, vont amener des pans entiers de l'humanité à devenir pauvres et à le rester. Il y a maintenant des mécanismes d'appauvrissement, soit par l'esclavage, la colonisation, la mise en dépendance, sont tous des phénomènes qui viennent littéralement provoquer cette pauvreté. Pour qu'il y ait de la pauvreté, il faut qu'il y ait de la richesse. Donc c'est la génération de la richesse. Lorsque le système de l'économie globale fonctionne avec l'idée de générer du profit, donc c'est le mode de production capitaliste. Par essence, ce mode va nécessairement sécréter de la pauvreté, puisqu'il va générer des pôles de prospérité basés sur le pillage des ressources, basés sur la spéculation financière, l'enrichissement d'une petite quantité d'individus, et il va y avoir une portion de la main-d'œuvre active qui va contribuer à cette richesse, qui va en prélever une portion. Et ensuite, au bas de cela, vous allez avoir une immense catégorie de gens qui sont soit considérés comme des forces actives, donc qui pourraient travailler, ou d'autres qui sont carrément marginalisés par le système, une sorte d'armée de réserve dont on n'a pas besoin dans l'immédiat. Ces deux composantes sont les composantes les plus vulnérables. Il en existe partout. Certes, dans l'hémisphère nord, dans la portion la plus favorisée de l'ordre mondial, la portion des pauvres est plus restreinte, mais dans les 2/3 du monde, il y a une plus grande proportion de pauvres pour des raisons historiques d'exploitation. Il se crée alors un système d'asservissement sur lequel il est très difficile de résister, car la résistance suppose qu'on comprenne que cette pauvreté n'est pas de nature fatale, c'est-à-dire n'est pas déterminée par un Dieu. Or, les religions ont enchâssé dans leur structure des modes d'acceptation de sa condition, c'est-à-dire les religions ont d'une certaine façon idéalisé la souffrance, même s'il y a une récrimination de la pauvreté. Dieu est l'ami des pauvres. Après ça, quand j'avais fait déclaration de faillite. Alors, une autre étape, là, c'est que, bon, séparation, faillite personnelle, dénuement financier, me faire dire encore une fois de la surqualification de mon expérience et de mon travail. Et là, j'ai rencontré une personne dans la rue, un jeune, qui pleurait. Et je me suis dit, je vais devenir sauveur. Je trouvais que ça se pouvait pas, que quelqu'un jeune, comme ça, il avait 23 ans,
se trouver dans une situation comme ça. Parce que pour moi, trouver un emploi pour quelqu'un, c'était facile. Je pouvais le faire engager par les contacts que j'avais, mais il ne voulait pas aller travailler. Je me cherchais n'importe qui pour avoir des gens autour de moi, parce que là, à ce moment-là, tous mes amis n'étaient plus disponibles. Il n'y avait plus de parti chez Jean-Paul. Alors donc, c'est sûr là, que les gens autour de moi me délaissaient, sauf surtout ma mère, qui était encore tout de même disponible pour m'écouter. Il fallait que je quitte ma maison, il fallait que je trouve un appartement. En plus de ça, c'est que pendant la faillite, ma maison n'était plus la mienne. Donc, il fallait que je paye une location à mon syndic pour l'utilisation de ma maison, temporairement. Et finalement, j'ai trouvé un appartement, un petit trou là, de 3,5 qui me coûtait 500 $ à ce temps-là. On vend le bonheur à cause que la société capitaliste n'a aucun bonheur à promettre. Il n'en a aucun. Il n'y a plus d'horizon possible. Thatcher l'a dit elle-même, il n'y a pas d'alternative. Et Fukuyama, plus tard, dans les années 90, a dit c'est la fin de l'histoire. Donc, si on est à la fin de l'histoire, selon la théorie dominante du néolibéralisme, si on est dans la fin de l'histoire et qu'il n'y a aucune alternative au monde dans lequel on vit, c'est-à-dire que l'apogée du bonheur humain est atteint, l'apogée de la réalisation humaine est atteinte. Évidemment, on sait très bien que tout ça est de la bullshit, mais il y a des gens assez orthodoxes pour le croire quand même, que ce soit à l'Institut économique de Montréal, que ce soit au Conseil du patronat du Québec. Donc, il y a des gens qui croient à ces choses-là, et c'est ces discours-là qu'il faut déconstruire. Évidemment, je garde espoir que la population n'est pas dupe face à ces discours-là, mais maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut faire? C'est surtout une question de prouver que des alternatives sont possibles, et ce, pour la majorité des personnes, pas pour une simple minorité. Ici, on a la chance au Québec d'être dans les pays dits développés, donc qui ont une grande classe moyenne, parce qu'on s'entend que c'est surtout cette question-là qui vient démontrer que ton pays est développé ou non. C'est est-ce que tu as une grande classe moyenne ou est-ce que c'est les pauvres qui sont majoritaires dans ton pays avec une extrême minorité extrêmement riche qui ne redistribue pas sa richesse extrême à la majorité des personnes. Par rapport à ça, je pense que c'est surtout ce clou-là que le secret, en quelque sorte, des débats de demain devra se faire. Et ça sera évidemment des questions aussi fondamentales que la question de l'eau potable. On sait qu'ici au Québec, on ne se pose pas vraiment la question de l'eau potable, malgré que là, on commence à chicaner les personnes que je frustre moi-même, évidemment, en voyant laver leur trottoir avec leur arrosoir ou leur cour arrière. Ça prend pas la tête à Papineau pour savoir qu'en arrosant ton trottoir, le gazon ne poussera pas sur ton trottoir, mais il y a des gens qui le font quand même. Quoi qu'il en soit, tout en tout respect pour l'intelligence de ces personnes qui ont assez d'argent et qui ont réussi assez économiquement pour avoir accès à un arrosoir, ce qui est quand même, on s'entend beaucoup plus que qu'est-ce que le reste de la planète peut avoir accès. On a une recrudescence, même le Conference Book et l'organisme patronal le dit, ces vieux-là qui ont bâti le Québec, qui ont mis en place ce qu'on avait, l'assurance santé qui est de moins en moins publique. Maintenant, là, elle est criminelle, l'assurance santé. Vous attendez 2 ans pour un scan, vous attendez 20 heures à l'urgence, vous n'êtes pas opéré. Par contre, si vous avez de l'argent, vous allez dans le privé. Même le privé, je trouve ça odieux, fait de la publicité dans les journaux. Votre santé ne peut attendre. Besoin d'un scan, etc. N'attendez pas 2 ans, venez nous voir, etc. Là, il est bien évident, on a un système de santé, un système d'éducation pour les pauvres et un système de santé et d'éducation pour les riches, mais financé majoritairement par des fonds publics. Les gens, il va falloir qu'ils comprennent qu'il est bien évident, les riches, les services publics, les instruments collectifs n'en ont que faire.
Puis ils ne veulent pas vivre, ils ne veulent pas envoyer leurs enfants dans les mêmes écoles que vous et moi. Ils ne veulent pas aller dans les mêmes hôpitaux se faire soigner, mettre une jaquette. Ils ne veulent même pas les mêmes lieux de villégiature. Naturellement, ils ont leur propre quartier, ils ont leur propre ville. On l'a vu quand il y a des villes qui ont été fusionnées, bien, des villes de classe moyenne avec des jeunes risques. Quand les libéraux ont rentré, ont défusionné. Ils ne veulent pas, mais ils feignent de par la politique. S'intéresser à la classe moyenne, s'intéresser aux pauvres, s'intéresser à la création de richesse, alors qu'il n'en est rien. Et là, bon, bien, ces gens-là, qui sont carrément de mauvaise foi, comme Lucien Bouchard, Ménard de Montréal et d'autres, mais naturellement, vous savez, puis même des politiciens, il y en a peut-être qui savent, mais ils ne savent pas c'est quoi la pauvreté. Puis qui ridiculise le monde. Quand j'ai vu le maire Tremblay, qui est peut-être de bonne foi, qui a été une journée ou deux, vivre dans un quartier populaire avec les pauvres. C'est pas ça, là, c'est de vivre au jour le jour, puis de voir comment, au jour le jour, je sais, moi, quand j'ai commencé à travailler pour des gros bureaux, comment c'est difficile de sortir de toute cette humiliation-là qu'on a eue au fil des ans. Écoutez, ma mère était gravement malade, etc., mais il y en a qui disaient, il faudrait qu'elle aille travailler, puis si vous êtes pauvre, c'est de la faute de ta mère, etc., alors que mon père n'a jamais versé une pension Puis même pour Puis ça, on revient il y a 40 ans, et ceux qui vont être les plus pénalisés par le retour à la pauvreté, etc., c'est encore les femmes. Tu sais, bon, bien, tout ce que les femmes, et entre autres, les groupes féministes avaient bâti, etc., ça aussi, parce que les groupes féministes ont beaucoup travaillé, mais comment on les a ridiculisés, comment on les a... Mais c'est ça le comble de l'aliénation, ces gens-là qui sont en train de s'appauvrir, les classes moyennes, eh bien, vont voter encore conservateur, vont voter libéral au Parti québécois. Voyons donc, Québec solidaire. Tu sais, ils ont peur... Il faut qu'on soit aliénés, Mme Charest, au point où, ici au Canada, il y a aucun, et au Québec, il n'y a aucun parti politique qui veut s'appeler Parti socialiste ou Parti communiste parce que ça fait peur au monde. Québec solidaire ne veut pas s'appeler socialiste, le NPD ne veut pas s'appeler socialiste, le NPD veut sortir de sa constitution le mot socialiste. Même les ancêtres du Québec solidaire, c'était l'Union des forces progressistes, c'était le Parti démocrate social, etc. Mais là, on a un problème. Des raffinements d'organisation qui n'existent que parce qu'il y a de la pauvreté, qui vivent de la pauvreté, qui ont su en faire un fonds de commerce et en même temps qui sont devenus essentiels parce que sans elles, si vous voulez, c'est elles les soupapes de sûreté. Sans elles, le système explose. Donc, c'est elles qui apportent la soupape pour éviter les rébellions en chaîne. Donc, l'humanité sait, dans toute son histoire, que si vous privez les gens, si vous les appauvrissez trop, à un moment, ben ça casse. Parce que vous n'avez plus rien à perdre. Quand vous n'avez plus rien à perdre, c'est-à-dire quand vous n'avez plus rien en termes de dénuement, là, vous êtes prêt. Parce que tout ce qui vous reste, c'est votre vie. Et cette vie n'en vaut plus la peine. Donc, vous êtes prêt à braver quiconque. Surtout si votre lendemain, c'est-à-dire vos enfants, sont condamnés. Au bout d'une génération, 2 générations, il n'y a aucun peuple qui est docile, bête, mouton. L'idée que les peuples sont des moutons de panurge vient d'être démentie par la Tunisie, qui a fait tomber un système basé sur l'enrichissement d'un tout petit sérail. Donc ce système, pour l'instant, fonctionne. Il fonctionne depuis quand même un bon moment, on peut dire pratiquement 5 siècles. Donc il fonctionne, il est rodé, il trouve tout le temps des raffinements, il sait s'étendre, il sait récupérer les sociétés qui n'étaient pas capitalistes, donc il les intègre. Est-ce qu'il va lui-même, par autodestruction, disparaître? Ce n'est pas impossible. Écologiquement, si la tendance se maintient, hélas, la Terre ne pourra pas. Maintenant, comme je dis, il n'est pas aussi exclu que les prochaines générations vivent avec des archipels de richesses et un océan de pauvres de par le monde qui vivront ainsi. C'est pas exclu. C'est tout à fait dans l'ordre du possible. Mais j'espère que l'humanité aura l'intelligence de le faire. C'est une planète qui peut nourrir ses habitants, qui peut leur fournir de l'eau potable, qui peut leur fournir une éducation et de l'espace, en autant qu'on accepte de changer nos valeurs, qu'on accepte de la partager. Or, le problème fondamental de la pauvreté, c'est le partage. S'il n'y a pas de répartition, il y aura toujours des pauvres. Alors, j'ai été consultant un certain temps.
puis là, ben, c'était la mort aussi qui arrivait. Mon père était mourant. Encore la prochaine étape, là. Et donc, là, j'ai déménagé chez mes parents à Pierrefonds. Je suis retourné à l'âge de cinquantaine d'années chez mes parents pour aider mes parents pendant que mon père était en convalescence. Là. Mais pendant ce temps-là, Paul, qui continuait, bien sûr, lui, avait des problèmes au niveau sidéen. Ses jours étaient comptés. À ce temps-là, on lui avait donné 2 à 3 ans à vivre. Et subitement, un soir, je suis revenu du centre-ville où j'étais avec Paul, parce qu'on se rencontrait au centre-ville, pas chez mes parents. Et puis, il y avait une ambulance et la police devant chez nous. J'ai trouvé ça drôle. Et c'était parce que c'était constat de décès. Mon père venait juste de mourir dans son lit. Je me suis porté à l'aide de cette personne-là, Paul, qui finalement il a emménagé chez moi. De toute façon, il n'y avait presque rien, il y avait 2 valises. Et je voyais qu'il y avait une résistance parce qu'il était toujours poigné sur la cocaïne, la marijuana, et puis différentes substances. Puis j'aimais pas ça. Hein. J'aimais vraiment pas ça. Je voulais d'abord qu'il ne le fasse pas chez moi, mais je l'ai toléré à un moment donné. Au moins, il n'était pas dans la rue. Puis finalement, pour qu'il n'aille pas dans la rue, puis surtout qu'il ne se prostitue pas, je le payais pour qu'il reste à la maison. Alors là, quand j'étais au docteur avec lui, et le docteur lui a donné 12 mois. Et, ça a été tragique, là, parce que là, sachant que ton chum va mourir dans 12 mois, avec tout ce qui se passe, est-ce que tu as besoin de ça? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire? Non. Il y a des choses qu'on peut changer, et il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il faut reconnaître la différence entre les deux. Et je ne peux pas rien faire là-dessus. C'est que on a tout de même joui au maximum de la vie. On a été au resto. J'avais de l'argent par des prêts que ma mère me donnait. Et c'est comme ça que j'ai eu tout de même quelques bonnes occasions avec Paul dans les derniers moments. Mais à un jour, ma mère elle m'avait laissé la maison parce qu'elle est partie voir ma soeur qui habite les États-Unis. Et puis un soir, on buvait un verre de vin de la production de mon père. Et puis on regardait, était dans la véranda solarium. Et puis on avait éteint toutes les lumières, puis on voyait le ciel tout éclairé d'étoiles. Et c'était tellement beau, ça n'avait pas d'allure. Puis il m'a dit, Jean-Paul, je vais te dire qu'il y a la vie après la mort, puis je vais te le prouver bientôt, OK? Et j'ai dit, arrête de me faire des peurs, là, toi, là. Il a dit, tu vas voir, tu vas voir. Et là, je me trouve sur la rue Saint-Germain un soir, tout de suite après la fête de la Confédération le 1er juillet. C'était le 5 ou 6 juillet. Et on a décidé, bon, ben, ce soir, il est 11h du soir, ça te tente-tu qu'on mange du poulet? C'est vraiment stupide, là. Mais on a cherché un endroit dans Hochelaga-Maisonneuve à ce moment-là, puis c'était les jours fériés. Il y avait des choses de fermées. On n'a jamais pu trouver un endroit pour nous servir. Puis on est revenu à la maison, on s'est couché. Puis je lui ai demandé, j'ai dit ce soir-là, je dis, Paul, veux-tu me dire quelque chose? Veux-tu me dire si tu m'aimes? Puis c'est la première fois qu'il m'a dit oui. J'avais jamais exprimé ça. Jamais déclaré à quelqu'un que je l'aimais. Je l'avais jamais dit. Et lui, il me l'a dit. Il m'a dit oui, je t'aime. Et ce soir-là, il a commencé à crier, à pleurer de douleur. Et je voyais que ça allait très mal, alors j'ai mis des compresses. Il dit, mon Dieu, t'es bien avec moi, Jean-Paul, merci. Personne ne m'a jamais pris comme ça dans ses bras. Mais il était en train de mourir. Donc le lendemain, impossible de trouver un moyen de le ramener à Laval, qu'il a été obligé de prendre le métro tout seul. Et je l'ai assisté jusqu'au métro, puis là j'ai dit au revoir. Et le lendemain, le surlendemain, il était déjà à l'hôpital, en urgence. Là. Et c'est là que je l'ai rencontré la dernière fois, le 6 juillet au soir.
Puis il m'a dit, comment c'est que t'as fait pour rentrer ici, là, c'est restreint, là, etc. Je dis, je le sais, tout le monde est avec des scaphandriers parce qu'ils ont peur d'avoir la sida. Puis moi, je l'ai embrassé sur la bouche, comme je suis habillé là. Et puis il dit, comment est-ce que tu es rentré comme ça? Il dit, tu t'es fait passer pour mon père ou quoi? J'ai dit non. J'aurais dit la vérité, tu étais mon chum. Puis ils m'ont laissé rentrer. Ben, il dit, il reste plus qu'à faire attention à toi, Jean-Paul, maintenant. Et puis il y avait le masque d'oxygène, il ne pouvait presque pas parler, je l'ai remis sur la bouche, etc. J'ai dit, je reviens te voir demain. Mais à 11h le soir, quand je suis revenu à la maison, à 11h le soir, sa mère m'a appelé pour me dire qu'il venait juste d'avoir un arrêt cardiaque. Et qu'ils l'ont réactivé son cœur par des chocs électriques, mais qu'il était dans un coma. Alors, le lendemain, j'étais à l'hôpital et les docteurs, les spécialistes qui étaient là, ils ont dit, écoutez, moi et sa mère qui étaient là, ils ont dit, écoutez, la science ne peut plus rien pour Paul. Ils ont montré toutes les radiographies, c'était tout noir. Et dans les radiographies, le noir, c'est blanc. Le blanc, c'est noir. Donc, vous voyez tout ce qui est noir, là? Ben, c'est le cancer. Plein, les 2 poumons, le cœur, tous les organes atteints à 100%. Il dit actuellement, on a un système de respiration qui l'assiste pour sa respiration, son cœur, sa température de son corps, avec un lit qui se mettait en route pour le chauffer ou l'air climatisé. Écoute, il y avait toutes sortes de systèmes plugués sur lui. Puis Paul me l'avait dit, il m'avait dit, Jean-Paul, tu ne laisses pas personne me maintenir en vie artificiellement. Hein. Je ne veux pas. Hein. Je ne veux pas avoir un système qui me garde en vie. Acharnez-vous pas sur moi. Et donc, les docteurs ont dit, ben, écoutez, il va falloir qu'il y ait une décision familiale. Là. On va vous passer une salle, vous allez réunir la famille, décider quoi faire, parce que nous, on recommande disconnexion. Alors là, la plupart de ces gens-là ne me connaissaient pas. Je me suis identifié comme Jean-Paul, et puis je suis le conjoint de Paul. Et Paul m'a indiqué son désir de ne pas être maintenu artificiellement en vie. Donc, si on ne le fait pas de le laisser aller, tel que la nature le veut, ben on ne pense rien qu'à nous. Puis je trouvais que c'était un non-sens de penser rien qu'à nous. Dans les circonstances, il fallait penser à lui. Puis actuellement, il souffrait. Il était dans un coma. Il avait un arrêt cardiaque et les spécialistes avaient indiqué que ça avait affecté son cerveau. Est-ce qu'on voulait que Paul revienne légume, juste pour nous? Il y a juste une alternative, le laisser aller et que Dieu s'en occupe. Et tout le monde m'a applaudi. Sauf sa mère, qui m'a dit, Jean-Paul, je veux pas. Puis je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai dit, faux. On va passer ensemble. Ben, d'accord. Elle dit, d'accord? Elle dit oui. Fait que c'est ça. Alors on a indiqué aux spécialistes qu'on allait permettre la disconnexion. Et ils ont demandé qu'il y ait au moins 1 ou 2 personnes témoigner de la disconnexion de Paul. Et puis sa mère n'a pas voulu, elle est partie dehors. Et puis les gens aussi. Et puis il y a une de ses cousines de 16 ans et moi qui sont rentrés dans la chambre pour assister à la disconnexion. Qu'elle m'a dit, que l'infirmière m'a dit, ça peut prendre une demi-heure. Là, il va peut-être pas mourir immédiatement. Puis à cet instant-là, je pensais assister à un assassinat de mon conjoint. Hein? Mais je l'ai pris sa main, puis on dit, est-ce que vous êtes prêts? J'ai dit oui. Et puis, ils ont commencé à le disconnecter. Je voyais les systèmes faisaient des drôles de bruit. Mais à un moment donné, la dernière chose, c'est qu'ils ont enlevé un tuyau d'1 demi-pouce, 3/4 de pouce dans sa gorge. Ils l'ont sorti de la bouche. Et il est venu bleu. Il a commencé à chercher de l'air un peu comme un poisson qui manquait d'oxygène dans un aquarium. Et il est devenu tendu. Puis tout d'un coup, j'ai entendu... J'ai senti sa main venir molle, mais encore chaude. Il était parti. C'était fini. Cet instant-là, j'ai réalisé qu'est-ce que c'est la fragilité de la vie.
comme tous, on tient par un fil. J'ai eu beaucoup de choses qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Mais la première personne qu'il fallait que je parle tout de suite, c'était ma mère. Et puis j'ai dit, maman, elle dit, Jean-Paul, dis rien. Il est parti. Je dis oui. On ne s'est pas parlé, on a pleuré au téléphone. Je l'ai entendu pleurer, puis elle m'a entendu pleurer. Et puis c'est ça, là, après ça, il n'y avait plus rien d'autre à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis à l'hôpital, je suis en train de pleurer, puis je dois prendre le métro. J'avais déjà pris le métro la journée auparavant, et je pleurais dans le métro, puis les gens me regardaient comme si j'étais un revenu d'un temps médiéval, je ne sais pas quoi, là, mais c'était pas l'Halloween, mais tout le monde me regardait, ça n'avait pas d'allure. Parce que pleurer dans le public, c'est comme, tu vois rarement ça. C'est comme pas naturel, alors que c'est la chose la plus naturelle. Et en arrivant à la maison, je dis, mais moi, je crois qu'à ce qu'il m'a dit à un moment donné, j'ai dit, Paul, là, si t'es vraiment parti, là, prouve-le-moi tout de suite, cet instant. Je rentrais chez moi, j'ai mangé de la pizza que j'avais dans le frigidaire, je l'ai réchauffée au micro-ondes, puis la première bouchée que j'ai prise, j'ai cassé ma dent ici en avant. J'ai capoté, écoute. J'avais l'air d'un sorcier, je ne sais quoi, là. J'ai appelé tout de suite un dentiste dans les pages jaunes qui a voulu me recevoir immédiatement. C'était 6 heures le soir, là, 7 heures le soir. Et j'étais surpris à voir qu'elle allait m'accepter pour qu'elle puisse me recoller la dent. Elle m'a dit, mais pauvre monsieur, on ne peut pas vous recoller la dent. J'ai dit, hein? Mais qu'est-ce qui va arriver? Elle dit, là, il va falloir une couronne, monsieur, et ça va vous coûter 1600 $. Hein? Comment que je vais me payer 1600 $? Alors, la dame, la dentiste, elle m'a dit, monsieur Séguin, il va falloir que vous preniez soin de vous, là, maintenant. C'est la main de monsieur et madame tout le monde qui sont des actionnaires, qui sont des gens qui ont les moyens de faire fructifier leurs capitaux par différents montages financiers qui se sont sophistiqués dans les 30 dernières années et qui sont en fait des raffinements de portefeuille. Donc on a inventé toutes sortes de trucs, de capitaux fictifs. Donc on génère de l'argent même là où il n'y en a pas pour faire fructifier, et ça c'est basé sur la condition de peuple entier. Tout est devenu lié. Et donc vous mettez votre argent dans des pensions de retraite, mais vous ne savez pas où cette banque la place. Elle peut le placer dans la culture des petits pois en Amazonie, elle peut le placer dans l'armement, en autant que ça fructifie. Les actionnaires ne veulent pas savoir. Tout ce qu'ils veulent, c'est est-ce que j'ai bonifié mon capital de départ? Et donc, il est clair que ces gens, pour eux, la condition de la pauvreté, ils ne se sentent pas responsables, alors qu'ils sont au cœur même de ce dispositif. Donc ça prend une révolution des mentalités, ça prend un système d'information qui dit ce qui se passe réellement. Après tout ce que j'ai vu dans ma vie, puis les problèmes que je voyais, puis pour lesquels j'ai travaillé, ben c'est arrivé à cette solution-là. Puis comme on était arrivé à les allocations familiales, aux allocations familiales. Ça serait facile, je veux dire, de calculer combien ça coûte toutes les niaiseries là, pour aider le monde dans la misère. Puis il y en a encore qui restent dans la misère, je veux dire. Hein? C'est scandaleux, c'est scandaleux. C'est l'essentiel, c'est la base de tout, je veux dire. Pas être obligé de courir semaine après semaine, puis mois après mois, je veux dire. C'est toutes les pitances que les gens vont chercher, là, ça coûte plus cher que le revenu de citoyenneté. Avoir une base pour manger, puis se loger, puis vivre convenablement. Après ça, tu fais ce que tu décides de faire. Les allocations familiales, ça te fait du tort à quelqu'un. Hein? Là,
ça, Un ça veut revenu de citoyenneté, ça veut dire que ça répartit mieux la richesse. Pour se Là, ça loger. nous coûte combien, là, toutes les mesures sociales là, qui s'embriquent, puis tous les fonctionnaires qui jouent là-dedans, là, c'est combien ça coûte, ça? Ça coûte plus cher que le revenu qu'on va recevoir. Qu'on soit travailleurs, travailleuses, étudiants, étudiantes, sans emploi, immigrants, immigrantes, retraités, bref, peu importe notre rôle dans la société, on peut constater que nos acquis sociaux sont en constante régression. Pourtant, nos droits, notre santé, notre éducation, nos conditions de vie ne devraient pas être monnayables. On en a assez des politiques néolibérales qui engraissent les riches à nos dépens. De plus en plus, les entreprises multinationales, les grandes institutions financières établissent l'ordre du jour des États en fonction de leurs propres intérêts. Le rôle de notre gouvernement va bientôt se résumer à être la courroie de transmission de ces visions destructrices de l'entreprise privée. Prétendument au nom du bien commun, nos gouvernements à Québec et à Ottawa se désengagent des services à la collectivité. C'est pourtant ces mêmes gouvernements qui adoptent des politiques qui avantagent les actionnaires au détriment des citoyens qu'ils sont supposés servir. Sous le prétexte de la nécessité économique et même de la fatalité, les impôts des grandes entreprises, ça va constamment diminuer et les services sociaux coupés en conséquence. On retrouve donc une part croissante de la population qui est plongée dans la précarité. La véritable solution, c'est d'établir un système d'imposition juste et progressif afin de financer le bien-être collectif. L'OPDS revendique ici et maintenant un revenu de citoyenneté inconditionnel atteignant le seuil de faible revenu selon Statistique Canada pour toutes et tous! Hey! C'est notre cheval de bataille, si je peux dire. Le revenu de citoyenneté, ça serait, les gens auraient de la naissance à la mort, il y aurait un revenu pour vivre aisément. Puis le gouvernement, il ne serait pas toujours là à guetter si un fait un job au noir ou que ce soit. C'est ça, les gens, ils essayent de s'en sortir. Ils ont faim. Quand on a faim, on fait quoi? On prend les moyens, on essaye de se débattre. C'est comme quelqu'un qui serait dans l'eau, puis tu après se noyer, puis tu essaies de t'en sortir. Hein? Ben, c'est comme ça, l'aide sociale. Voilà. C'est d'abord et avant tout, OK, d'assurer les droits de l'ensemble de la société. Autant les personnes assistées sociales que les personnes sans emploi en général, les personnes âgées, travailleurs au salaire minimum, les femmes qui choisissent ou de rester à la maison. Pour nous, c'est toutes des formes de contribution à la société. Et ça apporterait finalement à l'ensemble des personnes, d'abord et avant tout, d'avoir la pleine possession de ses droits et de combler l'ensemble de ses besoins. Avant toute chose, pouvoir se loger convenablement, pouvoir manger, se soigner, s'éduquer, participer à la culture. Pour nous, ce sont des droits fondamentaux. Quand est venu le temps de mettre sur pied l'assurance chômage dans les années 30, les patrons étaient convaincus que s'il y avait l'assurance chômage, il n'y a plus personne qui travaillerait. Les années ont prouvé amplement le contraire. C'est un peu le même discours qu'on a face aux revenus de société. Mais c'est tout à fait drôle, le feeling que j'avais, parce que cette journée-là, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, j'ai quelque chose à te dire que je ne t'avais jamais dit. Elle dit, ah oui, quoi? Mais je t'ai toujours reproché quelquefois quand ça allait mal à la maison, quand tu m'as donné des claques dans la face, là, quand j'étais jeune, parce que je faisais le con. Là. Je voulais juste te dire à quel point que je considère que tu as été une réussite comme mère. Et quoi? Mais je dis que si jamais il fallait que je te donne un pointage, ce serait 99,9%, parce que la perfection n'existe pas. J'avais pris le temps. J'avais jamais pris le temps de dire ça à quelqu'un comme ma mère, aux gens que j'aimais. Et ça prenait pas pour venir me dire ça, de l'exprimer. Parce que si tu ne l'exprimes pas,
ben, tu as le temps que ces gens-là, à n'importe quel moment, qui peuvent disparaître. Personne n'est à l'abri de la mort. La faim peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Meilleure personne au monde, le plus grand athlète, le plus riche au monde ne sera pas exempté. Tout le monde y passera un jour. On ne sait pas quand. Et cet après-midi-là, elle m'a dit, bon, écoute, ta valise est prête, je t'ai préparé de la bouffe. J'ai monté dans l'autobus, c'était un petit autobus à Sainte-Anne-de-Bellevue où elle demeurait, parce que les autobus réguliers de la ville de Montréal ne peuvent pas passer dans les rues. Donc c'est un petit autobus, et je suis rentré dans l'autobus et j'ai vu ma mère dans l'arrière de l'autobus, par la vitre arrière, qui me faisait des signes comme ça. Et l'autobus, bien sûr, s'en allait pour me porter vers le terminus pour prendre les autobus réguliers. C'était un petit peu comme si je regardais un film. Je me rappelle, sur le coup, je dis, écoute donc, c'est comme si elle me disait au revoir, puis je l'attendais de voir F-I-N, la fin d'un film. Ça avait l'air comme ça, là. Puis j'en ai pas pensé plus que ça. Mais le lendemain, vers midi, elle m'a appelé et j'étais en train de jouer avec mes affaires électroniques. Et puis elle m'a dit, Jean-Paul, j'ai un mal de tête terrible. Alors elle a été prise par des maux de tête continuels. Elle devait passer un CT scan, puis on attendait le mois de décembre, elle avait attendu 8 mois. Et j'ai dit, écoute, peux-tu te rappeler dans 1 heure ou 2, là, je suis en train de finir quelque chose, puis c'est très, très important, puis là, si je le lâche actuellement, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Elle dit, oh bon, ben, ok, d'accord, tu me rappelles plus tard. Mais le téléphone, 1 heure plus tard, a sonné, mais ce n'était pas ma mère, c'était le gérant de l'immeuble. On a trouvé votre mère étalée dans sa cuisine. Et votre numéro de téléphone apparaissait sur le frigidaire. En cas d'urgence, appelez en premier mon fils Jean-Paul. Mais là, appelez l'ambulance, emmenez-la à l'hôpital. Alors, c'est déjà fait, monsieur, elle est rendu à l'hôpital, à Lakeshore, actuellement, là, elle est dans un coma. Alors là, aucun moyen, j'avais même pas un ticket d'autobus sur moi. Comment est-ce que je vais me rendre à l'hôpital? J'appelle mon frère, qui lui va à l'hôpital, et elle reprend connaissance. Elle dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Elle dit, c'est Jean-Paul qui m'a dit de le voir. Mais il est fou, là, écoute, il se fait du mauvais sang pour rien. Et tout d'un coup, elle est retombée dans un coma. Elle ne s'est jamais réveillée. Le lendemain, toute la famille s'est réunie, puis on a parlé ensemble. J'ai dit, là, vous avez un tuyau dans la gorge de ma mère actuellement. C'est quoi ce tuyau-là? Il dit, c'est l'oxygène. Je dis, ben, vous allez l'enlever. C'est le désir de toute la famille. On dit, oui. C'était son désir. Elle ne voulait pas être connectée d'une manière quelconque, quoi que ce soit. Vous m'avez dit qu'avec son coma, de manière qu'elle pourrait s'en sortir, qu'elle serait certainement végétale, quasiment. Il dit, oui. On est presque certain, à cause de le dommage à son cerveau par l'infection qu'elle avait, la tumeur, là, et ça s'est propagé dans le cerveau. Donc, vous ne reverrez plus votre mère comme elle était auparavant. Je lui dis, c'est très bien, vous enlevez le tuyau. Je ne peux pas être témoin de ça. C'est ma soeur qui va y aller. Je n'irai pas voir ma mère en train de se faire disconnecter. Là. Et il a dit, bon, ben, on va vous appeler à ce moment plus tard dans la soirée. C'est arrivé à 4 h de l'après-midi, à 6 h le soir. Ils m'ont appelé, puis ils m'ont dit, vous êtes le premier sur la liste, c'est à vous vous en occuper. Votre mère est partie. Je vous remercie beaucoup. C'était complètement inattendu. Je m'attendais, mais... Alors, à chaque fois, c'est après le fait, je me sentais coupable d'être aussi systématique à dire on va disconnecter. Que j'ai participé à l'assassinat de mon conjoint et de ma mère. Mais écoute, ça n'a pas d'allure. Et donc la culpabilité, mais quand il commençait à me ronger de l'intérieur. En tout cas, c'est ça. Ben, c'est bien clair. J'y passe, moi aussi. Je m'installe, je suis ancien chimiste, j'ai fait de la laboratoire en chimie. C'est pas pour rien qu'on fait l'université. Je
je me suis concocté un bon petit cocktail dans une machine évaporatrice pour humidifier l'appartement qui court-circuitait et ça donnait du monoxyde de carbone. Alors je l'ai rempli au coton, puis j'étais couché. Malheureusement, que j'ai cru à ce temps-là, je me suis réveillé le lendemain matin avec un mot de tête le plus extraordinaire que j'ai jamais ressenti de toute ma vie. D'abord, je ne pouvais plus marcher. Il fallait que j'aille à 4 pattes à terre pour aller au téléphone, pour finalement appeler une ambulance, parce que là, je voyais tout tourner, comme si j'avais sorti d'un manège à la ronde, puis là, j'étais encore sur le manège. Alors là, les ambulanciers m'ont emporté à l'hôpital et ils m'ont dit, « Monsieur, vous faites une gastro? » Ah oui, je fais une gastro. Et finalement, je l'ai admis au spécialiste que j'avais essayé de mettre fin à mes jours. Et ils m'ont dit, bon, il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour vous, monsieur, retournez chez vous. Je dis, 2 heures du matin? Ah ben, ça, c'est pas notre problème. Je dis, oui, mais je suis sur l'aide sociale, j'ai aucun argent pour retourner chez moi, je ne suis pas dans de conditions. Bon, ben on va vous donner un reçu spécial, vous allez présenter ça au taxi, puis ce sera gratuit, vous donnerez ça, le coupon au chauffeur. Alors je dis merci beaucoup. Et le lendemain, on est à la maison, là, ben, écoute, j'ai manqué mon coup, il va falloir que j'essaye ça une 2e fois, là, cette fois-ci je ne me manquerai pas. Mais là, il m'est arrivé un flash de potes. Parce que je l'ai vu, là, il dit, prends soin de toi, tu ne prends pas soin de toi. Donc j'ai courir au CLSC. Les gens me voyaient passer, là, ils pensaient que j'avais fait un hold-up. Et je suis rentré au CLSC, j'ai demandé à voir un travailleur social, et puis je lui ai raconté brièvement l'histoire, puis j'ai parti en pleurs sur son bureau. Elle m'a dit, on vous envoie là, au centre de crise. Moi, j'étais directeur de salle de cinéma à Versailles, puis je faisais des jokes sur Saint-Jean-de-Dieu. Puis là, moi, j'étais rendu là. J'y suis allé, parce qu'il n'y avait nulle part d'autre à aller. Mais moi, il fallait que j'avale ma fierté, puis là, qu'est-ce que c'est qui se passait, là? D'admettre que je suis battu. Ouf. Et aussitôt que j'ai parlé au psychiatre, il m'a dit, « Monsieur Séguin, on vous retient ici ce soir, mais sachez que vous ne pouvez pas sortir d'ici quand vous voudrez subséquemment. Mais on va s'occuper de vous. » J'ai dit, « D'accord. » Et c'est là que j'ai rentré dans l'urgence de l'hôpital de l'UIH en dépression majeure. Alors il dit, on va vous aider. On va venir vous chercher chez vous. Si vous retournez chez vous, vous allez me promettre que vous n'allez rien faire contre vous, là. On se comprend qu'est-ce que je veux dire par ça? Je dis oui, oui. Alors il dit, ben on va vous relâcher dans 24 heures. On va vous donner certains médicaments, puis on va venir vous chercher tous les matins en taxi. Je dis, oui, je ne peux pas me payer ça, là. Elle dit, non, non, tout ça, c'est des frais qui vont être payés par l'hôpital. Puis on va vous retourner chez vous au souper tous les soirs en taxi. Arriver à une certaine sobriété, être capable, se rendre compte que, ben écoute, il y a des limites à ce qu'on peut consommer, puis qu'on pourrait vivre aussi bien avec beaucoup moins de biens. Hein? Moins de biens, plus de liens. Il faut que la distribution de la richesse soit à part égale. Il ne faut pas qu'il y ait autant de richesse. Il faut que ce soit partagé. Ça devrait être illégal d'être ultra riche comme les grands riches du monde. Profitons des événements qui s'en viennent et qui risquent d'être très difficiles pour faire un passage vers une société qui va nous permettre de mieux vivre et d'être plus heureux.
Et donc, à ce moment-là, faisons la transition vers une société de décroissance. Faisons-la volontairement. C'est pour ça que notre mouvement, on l'appelle mouvement pour une décroissance conviviale. C'est en partant d'en bas qu'on veut la faire. N'attendons pas que les pénuries nous soient imposées d'en haut, parce que c'est clair que les gouvernements à ce moment-là vont répondre d'abord et avant tout aux besoins des plus riches. En fait, la solution la plus simple qu'ils vont trouver aux pénuries, ça va être tout simplement que les prix vont augmenter. Hein? Et à ce moment-là, ceux qui ont de l'argent, ils vont pouvoir continuer à manger ce qu'ils veulent. Il va en avoir moins. Mais si on ne s'organise pas en tant que société, ça veut dire qu'il va en avoir en bas qui vont avoir de plus en plus de misère. Il est clair que le jour où des pans entiers de pauvres parviendront à secouer le joug de leurs conditions, et nous allons vers cela, je suis tout à fait convaincu. Évidemment, c'est un rapport de force, c'est une lutte. Il n'y a rien qui oblige que ce scénario soit historiquement possible, mais je crois, et c'est un peu l'œuvre que des gens comme nous faisons, c'est que nous militons, notre vie est vouée à ce que ces gens puissent se prendre en main et réorienter la marche de l'histoire vers ce destin-là. Comme il y a toujours eu des pauvres et qu'il y a des systèmes qui les appauvrissent ou qui en créent, les sociétés ont trouvé des réponses pour soulager à ceux qui ont. D'accord ? Donc vous donnez de la charité, vous donnez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous vous privez de temps en temps. Donc il y a une sorte de bonne conscience à pouvoir le faire. Et donc normalement, vous éduquez vos enfants dans le sens du partage, de la solidarité, etc. Mais comme je le dis, le système est plus complexe. Il s'est complexifié avec le néolibéralisme, il s'est complexifié avec les valeurs de l'individualisme, d'accord? Et ça crée un syndrome de l'égoïsme humain qui est cette fois-ci exacerbé. Donc les gens qui sont en position de bien-être ne comprennent pas qu'il y a deux économies. Il y a l'économie du wealth, donc la richesse, et il y a l'économie du bien-être, well-being. On a privilégié l'économie de la richesse. À ce moment-là, l'économie va dans le sens de la génération d'un profit qui va nécessairement oublier les pauvres et miser sur le pôle de richesse. C'est ça qui se passe depuis les 30 dernières années, surtout. Il faut renverser l'économie vers le well-being, c'est-à-dire le bien-être. À ce moment, on va avoir des États-providence, on va pouvoir effectivement avoir des filets sociaux. Mais ça ne suffit pas. Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, idéalement vers des systèmes de type socialiste, c'est-à-dire qu'il faut renverser le rapport de classe et permettre effectivement à ceux qui sont pauvres de ne plus le devenir. Donc ça suppose un redressement des disparités sociales. À quel point on peut vivre dans un monde artificiel et puis pas savoir tout de même qu'on fait partie de l'humanité. C'est aussi stupide que ça, hein, mais c'est ça, c'est voir d'autres dimensions que j'aurais jamais découvert, même ma vie telle que j'aurais continué à être administrateur. D'abord, je serais millionnaire, parce qu'à 80 000 par année, après 20 ans, il a fait longtemps que j'aurais été millionnaire. Alors, j'étais un millionnaire manqué, mais je ne regrette pas ça, parce que je suis bien plus riche à l'intérieur de qu'est-ce que j'ai gagné comme apprentissage dans le vrai monde. Les gens de la rue, les gens qui bûchent chaque jour, qui se battent chaque jour pour la survie, pour chercher de la nourriture. D'abord, c'est mon cas aujourd'hui, mais je suis en complet. Parce que la dernière semaine, l'avant-dernière semaine du mois, c'est là que j'arrondis ma fin du mois. Là. Le 15 du mois, j'arrondis mon fin de mois. Alors que je n'avais pas ces tracasseries-là avant. Tout ça me manque pas, je me sens même mal à l'aise et j'ai hâte de sortir. Quand je parlais plutôt de révolution culturelle, je pense que je ne faisais pas référence à Bachand ou à Mao. Je faisais surtout référence à cette culture, à cette psychose sociale qu'on s'est fait justement du manque. C'est comme si c'est comme si l'avarice avait été élevée comme valeur suprême de notre société. Et je n'exagère pas en disant ça, évidemment. Travailler au noir, là, c'est la loi de la jungle. T'es pas syndiqué. Si tu as un accident, tu n'as aucune couverture.
Alors, oublions jamais ça. C'est la pire forme d'esclavage actuel au niveau du marché du travail. Quelqu'un qui travaille au noir, là, c'est un esclave d'État moderne. C'est les personnes qui n'ont pas pris le temps pour comprendre c'est qui ces gens. On dit les BS. Les BS, premièrement, c'est une faussaire, parce que BS vient du bien-être social. Les personnes sur le BS sont loin d'être dans le bien-être. C'est dans le mauvais être. Être sur le être social, c'est une bataille journalière, c'est-à-dire chaque jour, de survie. La bataille, c'est un job à temps plein pour survivre sa journée. Est-ce qu'il y a le temps d'aller chercher une job? Est-ce qu'il y a l'opportunité d'être en place pour pouvoir se présenter à un employeur potentiel alors qu'il est appauvri à tel point qu'il n'a pas rien à manger dans le frigidaire? Il va se présenter de manière adéquate, mais avoir un job comme ça, ben oui. Ah non. On est en train de les faire mourir à petit feu. Alors on a une chance. On a une chance de vivre, toi et moi, aujourd'hui, dans l'univers, dans l'actuelle ère de connaissance, de réaliser. Et on est dans un point tournant. Mais l'humanité, si elle disparaît, la planète, elle va s'en remettre de tous les saccages et toutes les plaies qu'on a mis à la surface de la Terre. Toutes les créations qu'on a faites, incluant les pyramides, disparaîtront un jour en miettes. Parce qu'ils n'ont pas 1 million d'années, les pyramides. Ils ont juste 4000 ans. 4000 ans sur 4,5 milliards d'années qui existe la Terre. Et puis elle a encore 4,5 milliards d'années d'existence avant d'être anéantie par le Soleil qui va s'éteindre. Alors on est à moitié chemin. Et l'homme, l'humanité, est dans la dernière minute d'une année calendrière complète. Notre existence a commencé à minuit moins 1. Donc on est rien du tout. On se pense, par exemple, qu'on est quelque chose d'extraordinaire. On l'est. Mais est-ce qu'on va pouvoir le reconnaître et on va pouvoir le gérer? Mais avec toute mon expérience récente, là, en réalité, là, je ne suis pas une personne exceptionnelle. Je ne suis qu'une personne ordinaire. C'est juste que je n'avais jamais découvert qu'est-ce que c'est de survivre jour au jour. J'avais toujours des projets d'embellissement de moi et de mon environnement. Alors que ce que j'ai vraiment besoin de tout ça, non. La richesse, je m'en fous. C'est ça que j'ai appris. J'ai pas besoin de richesse pour être heureux. Je peux être heureux simplement pour être assis dans un parc en train de discuter avec quelqu'un qui est le fun juste autour de moi, là. Et puis pouvoir transmettre mon expérience. Que les gens le prennent ou non, je ne veux pas avoir raison non plus. Je veux juste avoir l'opportunité de le dire et d'essayer de découvrir pourquoi on est sur Terre. C'était depuis que je suis très jeune que j'ai essayé de... Pourquoi que j'allais dans l'astrophysique et en astronomie, je pensais que la réponse était là, dans l'espace, qui nous sommes, etc. Alors que c'était toujours en dedans de moi. C'est comme si j'avais ouvert une fenêtre, une porte, et puis j'ai tout d'un coup vu que je fais partie de l'univers. L'univers nous a créés pour avoir cette conscience-là, pour se regarder. Nous sommes l'univers. Créés par l'univers. Les étoiles font partie de nous. Et c'est avec ça que j'ai découvert que c'est pas ailleurs que la réponse se trouve, elle se trouve à l'intérieur de nous. Et chaque être vivant a cette richesse-là, du plus pauvre au plus riche. Mais c'est pas toujours facile de pouvoir l'ouvrir dans les personnes qui sont prises dans des bulles de consommation et de richesse la plus totale. Il faut se révolter contre
les dispositifs, les corsets mentaux et religieux qui pensent confiner les gens dans leurs conditions. Tu es né pauvre, tu resteras pauvre, né pour un petit pain, etc. Ce sont des complexes, hein, donc on développe des complexes. Le riche développe des complexes ostentatoires pour bien se démarquer du pauvre. Le pauvre envie le riche et développe des complexes vis-à-vis de lui, et dès qu'il a un peu, il veut paraître. Et donc tout cela fait partie d'un système extrêmement raffiné, hein, de problèmes psychologiques aussi. Donc c'est culturel, c'est pas seulement économique. Donc il y a des chevauchements, des enchevêtrements très complexes qui se créent dans les mentalités qu'il faut défaire. Et pour les défaire, il faut avoir une intelligence de classe, il faut comprendre sa condition de classe. Et ça, c'est des préalables. La conscience politique, ça ne s'acquiert pas aussi facilement. Tout est fait pour qu'on n'ait pas une conscience politique. L'éducation, les systèmes de médias, la société, les projets de société. Mais à partir du moment où il y a une réflexion sur le rôle du travail, sur le rôle des rapports hommes-femmes, sur la question de la propriété, sur quels sont les projets de société d'avenir, à ce moment-là, les pauvres, qui sont les mieux placés pour savoir quels sont les besoins de l'humanité, qui ont au fond des besoins simples à satisfaire et qui ne sont pas satisfaits, ne peuvent que s'organiser pour se révolter. Et les riches ont horreur, pour leurs privilèges et pour la stabilité des investissements et de leur ordre, que les pauvres se réveillent. Ça prouve qu'il y a du monde dans la misère, hein? Ça va venir avant que je meure. Le revenu?